Bonjour à tous, on continue notre formation, notre chapitre 1 sur la sécurité ou la CEH. C'est un chapitre très important, nous allons voir énormément de terminologie, énormément de choses sur le hacking, sur les terminologies hacking, sur différentes choses. Avant de commencer, je préfère faire un petit tour de la terminologie pour découvrir quelques termes qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours en cybersécurité. Je vais parler que de quelques-uns parce que dans le temps, par exemple, il y a juste le titre qui vient après sur la définition du hacking. Vous allez voir qu'on va encore parler d'autres termes, etc. Il y a des termes qu'on entend parler comme ça dans la vie de tous les jours quand on parle de sécurité. Par exemple, c'est un terme très important, on dit tel système ou tel logiciel ou telle façon de faire ou tel protocole, etc. C'est vulnérable et ça nous conduit à parler d'un mot, d'un verbe, d'un terme qui est la vulnérabilité. Du coup, la vulnérabilité, c'est que généralement, la vulnérabilité, c'est la faiblesse, que ce soit dans le design, dans l'implémentation, dans l'exploitation, etc. Tout ce qui peut, toute la faiblesse qui peut compromettre le système. C'est qu'on appelle ça une vulnérabilité. Je te donne un exemple très simple, loin de la cybersécurité. Tu construis une maison, si tu fais 3 portes, ou 5 portes, ou 6 portes, ou 10 portes, ça s'appelle une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que dans le temps, surveiller 10 portes ou surveiller 15 portes, ça devient un peu plus lourd, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez que la vulnérabilité, c'est pas une attaque en soi, mais le fait de faire quelque chose qui peut faire en sorte que le hacker va profiter de la situation pour récupérer, pour faire un hacking. Et c'est pour cette raison que dans le monde du hacking, on utilise un terme très important qui s'appelle l'exploit. L'exploit, c'est le fait d'exploiter justement la vulnérabilité. C'est que tu vas voler une maison, tu vas dire, ah ben c'est très bien, regarde ici, il y a énormément de portes, ça permettra peut-être de la voler plus simplement que de voler une maison avec une seule porte blindée, par exemple. Vous voyez, c'est l'exploit, c'est le fait d'exploiter une vulnérabilité. Du coup, après, on parle d'un autre terme qui s'appelle le payload. Le payload, c'est le fait d'effectuer cette action d'exploit. Du coup, tu as l'exploit, c'est le fait d'exploiter. Et puis, tu as le payload, c'est l'action exactement qui permet d'aller jusqu'au bout dans l'opération de l'exploit. Et puis, on parle aussi d'autres termes comme par exemple le hack value. Le hack value, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'attaque en question. Parce que, ok, tu vas me demander de t'attaquer une société, etc. Quel est mon intérêt? Et à chaque fois que vous êtes plus exposé au risque, plus vous attirez plus de hackers. Le hack value, si tu arrives à voler la plus grande banque de France, ne ressemble pas au hack value d'arriver jusqu'à rentrer dans un petit cabinet de comptabilité de 3 salariés. Enfin, comptabilité, c'est peut-être assez important, mais qui bosse peut-être juste pour des users, etc., ou une petite salle de sport, ou un petit restaurant. Enfin, tu ne vas pas prendre autant de valeur importante que si tu le fais pour une banque, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de hack value, et c'est quelque chose qui se mesure pour qu'on puisse savoir après le hack qu'on est en train de faire, est-ce qu'il est vraiment si important que cela. Après, on parle d'un autre terme aussi qu'on entend parler dans la vie de tous les jours, c'est le terme zero day. Du coup, quand on dit zero day, c'est généralement le fait d'exploiter une vulnérabilité avant qu'elle ne soit connue. Et ça, c'est généralement les attaques les plus dévastatrices, les plus lourdes, les plus fortes, mais en même temps, c'est les plus difficiles à faire. Une attaque de type Zero Day, c'est une attaque qui vient de sortir du four, du coup, elle est fraîche, elle est neuve, elle est chaude encore, et elle peut directement attaquer, faire mal. Et généralement, les systèmes de sécurité disponibles dans les entreprises pourraient ne pas avoir suffisamment de recul pour qu'ils puissent faire face à ce genre d'attaque ou à ce genre de situation. Après, on parle par exemple d'un terme qui s'appelle, allez, je pense à autre chose, le daisy chaining. Le daisy chaining, c'est une attaque qui consiste à exploiter un réseau après avoir réussi à y accéder. Du coup, il y a différents types d'attaques et différents objectifs derrière les attaques, on verra ça après. Parmi les attaques, ça consiste juste à attaquer, tomber un système et puis on est fier de l'avoir tombé parce qu'on a ruiné sa réputation, ou sinon non, c'est pas le but, c'est qu'on essaye de passer inaperçu dans le but d'exploiter la faille qu'on vient d'ouvrir ou la brèche qu'on vient d'ouvrir pour qu'on puisse récupérer les informations au maximum. Après, on peut parler d'un autre terme aussi comme le doxing. Le doxing, c'est la publication des informations personnelles collectées
publiquement à propos des individus hackés ou à propos des individus compromis. Ça, on appelle ça le doxing. Du coup, il y a un type d'attaque, on va récupérer des informations sur des victimes et puis on les publie. Après, il y a un autre terme que peut-être, je pense que celui-ci tout le monde connaît, c'est le bot. Du coup, on parle beaucoup de bots, botnet, etc. Quand on parle de bot, c'est une application qui permet d'être contrôlée à distance pour automatiser une attaque depuis l'extérieur. C'est généralement la définition peut-être la plus précise ou la plus complète du terme bot. Et généralement, on parle de bots qui peuvent faire des choses, qui peuvent exécuter des actions à notre place, etc., etc. Et on l'utilise souvent dans des attaques de type déni de service. Mais on verra ça en avançant un peu plus. Après, je pense qu'avec la terminologie, ça suffit. On a vu 7-8 terminologies qui sont peut-être les plus débutants, on va dire, à connaître. Mais aussi, il y a d'autres terminologies comme le hacking, par exemple. C'est quoi le hacking, si on veut le définir exactement? C'est l'opération de hacking en soi, c'est l'ensemble de techniques qui vont permettre d'exploiter les failles, qui vont permettre d'exploiter les vulnérabilités d'un système pour des fins personnelles ou pour récupération de data. Ça peut servir à compromettre la sécurité, ça peut servir à faire des choses mal, par exemple à la concurrence, ça peut servir à de l'espionnage pour voler des data, pour développer un système équivalent, ça peut servir à de la vengeance parce que tu as dû déjà me hacker, tu as dû déjà me voler un marché, etc. Je vais te faire pareil, je vais tomber. Et puis ça peut rentrer aussi dans le cadre de la guerre d'information. D'ailleurs, au moment où on est en train de se parler, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, si je pousse comme ça, est-ce que on va avoir cette actualité? Allez, enfin non, je pense en France on est plus occupé par qui va chanter le jour de trucs que l'actualité. Non, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une information importante à propos des échanges entre des soldats allemands qui étaient en train de se parler entre eux de comment aller bombarder la Crimée, etc., l'armée russe et tout. Du coup, ça rentre dans le cadre de la guerre d'information. Du coup, peut-être que l'armée russe a dû hacker l'armée allemande et récupérer l'information et la publier, et puis l'autre, il va dire que c'est pas vrai, et puis on va rentrer dans une guerre d'information entre celui qui confirme et celui qui affirme, etc. Et ça, le hacking peut jouer un rôle très important dans ce genre de situation, parce qu'il permet justement de faire ce genre de choses ou ce genre de guerre d'information. Après, le hacking est fait par quelqu'un, certainement, un groupe de personnes ou une personne qui s'appelle généralement hacker. Les assaillants, généralement, on le dit en français. Et on dit les hackers, c'est le terme peut-être le plus célèbre, c'est la personne qui peut utiliser ses compétences techniques, ses compétences scientifiques dans le but d'attaquer un système, dans le but de chercher à ruiner la réputation d'un système. On peut les présenter généralement comme des personnes très intelligentes. Du coup, j'avais l'habitude de le dire à mes étudiants que c'est pas comme vous, mais bon, je sais que ça a vexé plus d'un, du coup j'ai arrêté de faire cette blague, mais c'est une réalité parce que vous allez voir en avançant dans la formation que le hacking, c'est le fait à chaque fois de lire dans la chose, de se dire ah oui, mais c'est intelligent si on arrive à faire ça. Je vous donne l'exemple le plus simple possible. Vous voyez, il faut pas être l'homme le plus intelligent du monde pour découvrir ça, mais c'est juste un truc basique qui vous montrera que quand même il faut une petite intelligence. Du coup, si on présente à n'importe quelle personne débutante les notions de base de TCP/IP, on a l'émetteur, on a le destinataire, et puis qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à chaque fois l'émetteur, il envoie une requête de type SYN, et puis le destinataire, qu'est-ce qu'il fait à côté? Il va réserver, il va allouer un espace mémoire, parce que la requête SYN veut dire, ou on parle carrément de three-way uncheck, on envoie un SYN, et puis on envoie un accusé de réception, et puis on valide la réception, et puis on envoie la réponse, etc. On appelle ça le three-way uncheck. C'est le système TCP qui permet de dire « Ok, préparez-vous, après, il y a des datas qui seront échangées entre la source et la destination. » Ok. Du coup, là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Le destinataire, c'est normal, il va allouer un espace mémoire à ce genre de data qu'il va accueillir. Du coup, c'est l'objectif. C'est un peu comme le livreur quand il vous appelle pour vous dire « Préparez-vous, je vais arriver demain » pour vous livrer le matériel. Du coup, tu vas libérer un peu de l'espace pour accueillir ce matériel. C'est ce qui se passe là-dessus. Du coup, une personne normale, quand j'explique ça, une personne normale peut-être va dire oui, ok, j'ai bien compris le three-way uncheck, ok, etc. Par contre, une personne peut-être très intelligente comme le hacker va dire ah oui, mais ça peut servir comme attaque.
Du coup, si j'envoie par exemple 10 000 requêtes à la fois ou 10 000 sessions de three-way and check à la fois, qu'est-ce qui va se passer? Le destinataire va ouvrir 10 000 fois, va allouer 10 000 fois des espaces mémoire. Du coup, au final, qu'est-ce qui va se passer au destinataire? Bah, il va tomber. Ça, c'est une attaque qui s'appelle le Deny of Services ou le déni de service. Du coup, félicitations, vous commencez à découvrir quelques définitions des attaques de sécurité les plus célèbres. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire l'intelligence de hacker derrière. Du coup, c'est quelqu'un qui se dit « Ah oui, c'est vrai, je peux finalement me servir de ce genre de choses, de ce genre d'informations techniques ou scientifiques pour m'en servir pour des fins personnelles, pour faire des choses, pour faire mal, pour hacker, pour voler, pour devenir riche, pour n'importe quelle raison. » Du coup, il y a une intelligence derrière, il y a une réflexion quand même derrière, et c'est ce qui caractérise, généralement un hacker. Du coup, quand on parle des hackers, on va dire quelles sont ses motivations. Pourquoi le hacker fait ce genre de hacking? Pourquoi le hacker cherche à hacker? Pourquoi le hacker cherche à voler de la data? Pour différentes raisons. Ça peut être la passion. Il y a des gens qui s'amusent à attaquer. Il y a des gens qui font cela pour l'apprentissage parce qu'ils ont envie de développer leurs compétences dans la matière. Il y a des gens qui le font dans le but de vous faire mal. C'est ce qu'on appelle la destruction. Il y a des gens qui le font pour le plaisir parce qu'ils s'amusent à dire regardez-moi comment je suis hack, comment je suis fort, comment je suis un crack, comment je suis je ne sais quoi, etc. Et puis il y a l'échange, il y a le partage. Il y a des gens qui sont contre le fait de, je ne sais pas, les droits d'auteur ou Netflix ou je ne sais quoi. Bah ok, je vais leur prendre la totalité de leurs data et les mettre à la disposition de tout le monde gratuitement. Vous voyez, c'est une façon de faire. Et puis, il y a d'autres raisons qui sont un peu plus poussées. Par exemple, devenir riche, le fait de chercher la richesse carrément. Parce que ce soit lui directement qui vole ses datas, qui fait du chantage, qui les revend, etc. Ou même qui vend ses services à des entreprises qui font du hacking dans le but de la guerre d'information, etc., etc. Il peut même vendre ses services à des pays, à des nations. Enfin, je connais des histoires dans le sens, je pense que YouTube, il peut être un peu embêtant. C'est des histoires que je raconte d'habitude dans les sessions de cours, mais enfin, je pense sur YouTube, ça peut me faire un peu des soucis. Mais bon, ça rentre dans les guerres d'information entre les différents pays. On entend parler plusieurs fois des histoires, des soucis, etc. Et du coup, on se sert souvent des sociétés qui vendent de services IT, justement, pour leur demander d'aller hacker une chaîne télé, ou aller hacker un journal, ou aller hacker le site internet d'un gouvernement, etc., etc. Et puis, il y a l'activisme derrière aussi. C'est ce qu'on appelle les activistes. Du coup, l'activisme, c'est parce que je suis contre, je sais pas moi, le capitalisme mondial ou je ne sais quelle bêtise. Je vais dire, ok, ben dans ce cas-là, je vais tomber le site de la plus grande banque de France, etc., etc. Vous voyez qu'il y a une partie de quelqu'un qui demande quelque chose ou quelqu'un qui revendique quelque chose, c'est le terme que je cherchais, et puis il y a de la revendication derrière. Du coup, quand on parle des hackers, selon les motivations, ils peuvent prendre différentes casquettes ou différents types. On peut parler par exemple de black hats ou les casques ou les chapeaux noirs. C'est généralement le monde est fait comme ça, désolé, mais le monde est fait comme ça. Généralement, quand on entend le terme noir, c'est mauvais, le terme blanc, c'est bien. C'est malheureusement comme ça, mais bon, c'est comme ça. C'est que du coup, quand on parle du black hat, c'est généralement les hackers qui ont l'intention de faire mal aux victimes. Du coup, les vrais hackers, les mauvais, les méchants, etc., qui cherchent vraiment à tomber des systèmes. Et puis, il y a les white, c'est le contraire, c'est les blancs. Et les blancs, c'est généralement des hackers qui attaquent dans le but d'aider à améliorer un système d'exploitation, comme par exemple les pentesters dans des entreprises, etc., etc. Et puis, il y a les grey hats. Les gris, c'est un peu, n'est pas noir, n'est pas blanc, mais allez, elle est entre deux. Du coup, le ne pas noir, ne pas blanc, c'est un peu le gars qui se met à la disposition de celui qui veut. Si tu me payes plus, je travaille pour toi, etc., etc. Du coup, c'est des gens qui sont un peu entre les deux. Après, on peut parler également des hackers, de types de hackers qui sont un peu connus et qui représentent une très bonne partie des hackers disponibles sur les marchés. C'est ceux qu'on appelle les suicide hackers. Les suicide hackers, c'est allez, j'ai appris comment faire du hacking, j'ai fait 3, 4, 5 vidéos, j'ai fait la formation CEH, allez, je vais attaquer le site de la plus grande société de distribution de France, direct. Et vous voyez, où je vais attaquer le site de l'Élysée ou de gouvernement, ou je ne sais quoi, il ne prend pas en considération les risques, il ne sait pas couvrir, il ne sait pas se couvrir, il ne sait pas pourquoi il le fait, etc., etc. On appelle ça les suicide hackers. Et les suicide hackers, c'est des attaquants justement qui attaquent sans penser aux risques judiciaires, aux suicides qu'ils vont faire derrière, et puis les années qu'ils risquent de passer aux prisons. Et puis, il y a ce qu'on appelle les script kiddies.
Les scripts qui disent aussi, c'est des hackers à un niveau qui est très faible, mais qui utilisent des outils qui sont des outils d'experts. Du coup, ils ne savent pas trop bien les utiliser, ils ne savent pas trop bien s'en servir. Il y a des outils qui sont parfois un peu facile à l'utilisation, mais bon, pour eux, c'est la connaissance de siècle, la compétence de siècle. Du coup, ils se vendent toujours comme les experts, les génies, les meilleurs qui savent utiliser ce genre d'outils. Et malheureusement, on appelle ça généralement les suicides, pardon, pas les suicides, mais plutôt les scripts qui disent. C'est un peu des enfants qui manipulent des scripts. Il y a ce qu'on appelle les cyberterroristes aussi, bon, c'est comme son nom l'indique, c'est clair, hein, c'est des terroristes qui font du terrorisme à travers l'IT. Et puis ce qu'on appelle, il y a également, je pense qu'on a tout dit, hein, les activistes, oui, on a déjà parlé des activistes, mais je ne pense pas que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vu qu'on a abordé il y a quelques instants, du coup ceux qui font du hacking dans le but de faire de l'activisme derrière. Après, quand on parle de hacking, souvent, on parle, c'est quoi, allez, je suis le hacker, je fais du hacking, quelles sont les deux grandes lignes de hacking? Du coup, il y a principalement 2 voire 3 lignes de hacking de base. La première, c'est la phase la plus importante dans le hacking. C'est la phase qui dure le plus longtemps possible, c'est la phase qui met énormément de temps, qui nécessite le plus quand même de travail. Mais en même temps, c'est l'attaque un peu où on peut passer inaperçu parce que dans le but de cette attaque qui s'appelle la reconnaissance, l'objectif de cette attaque, c'est avoir énormément d'informations sur la victime pour préparer l'attaque bien comme il faut. C'est souvent l'exemple que je donne quand je parle de cela. Je ne sais pas si vous avez vu la série de Casa de Papel, on dit toujours, allez, pour attaquer une banque et je pense, c'était pas la banque, mais c'était la réserve de la monnaie, c'est ça, oui, je pense la réserve de la monnaie pour fabriquer ses billets. Ah bah du coup, le professeur, il a dû passer 10 ou 15 ans ou 20 ans de sa vie à préparer l'attaque pour qu'il puisse attaquer exactement. Du coup, il avait les noms détaillés des policiers, comment ils réfléchissent, comment ils voient les choses, leurs problèmes sentimentaux, leurs problèmes personnels, la hiérarchie, les détails, comment fonctionnent les machines, comment on peut sortir, comment ils peuvent penser ou réfléchir les policiers pour faire face, comment on peut leur manipuler, etc. etc. Là, évidemment, je vous ai donné l'exemple de l'attaque la plus sophistiquée qui puisse exister. D'ailleurs, elle n'existe même pas, c'est juste une série télévisée, c'est juste un film. Mais ça vous donnera une idée d'une attaque super professionnelle ou hyper professionnelle, en tout cas. Une attaque qui est super bien faite dans la phase de reconnaissance. Généralement, dans les attaques, la phase de reconnaissance prend plus de 90% du temps de l'attaque. Ça peut, par exemple, tu peux passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à faire la préparation pour attaquer finalement en une journée ou une semaine ou quelque chose comme ça. Il y a l'autre exemple le plus célèbre aussi, on appelle ça généralement le mariage. Du coup, le mariage, tu vas passer 1 an de ta vie à le préparer, peut-être 2 ans, peut-être plus, à avoir l'argent, etc., etc. Et puis le mariage, c'est une journée. C'est comme ça. Du coup, c'est exactement cela. L'attaque de reconnaissance, c'est l'attaque qui consiste à avoir énormément d'informations sur la victime dans le but de l'attaquer. Du coup, la reconnaissance peut être active comme passive. C'est comme son nom l'indique. Passive, sans aucune interaction avec la victime. Du coup, je cherche des infos autour de la victime sans interagir avec. Par contre, l'attaque active, non, je peux interagir avec la victime, m'approcher d'elle, etc. dans le but d'essayer de récupérer un maximum d'informations possible. Du coup, après l'attaque de reconnaissance, une fois on a récupéré la totalité des informations, ou suite à cette attaque-là, on parle de l'attaque d'accès. Du coup, le hacker va pouvoir obtenir un accès au réseau via les attaques de type accès justement. Si le niveau de privilège n'est pas suffisant, le hacker essaye d'habitude de faire une escalade de privilèges. Ok, c'est par exemple les cracks de mots de passe, des choses comme ça. Du coup, l'escalade de privilèges suite à l'accès permet de faire monter encore en importance pour pouvoir arriver au maximum d'informations. Le hacker peut après essayer de garder le privilège et peut même s'en servir pour profiter, comme par exemple la manipulation d'informations, installer des trojans, installer des informations, des datas, etc. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut avoir 2 gros blocs d'attaque, reconnaissance, accès. On peut ajouter un 3e bloc d'attaque qui s'appelle le bloc d'exploitation. Du coup, on peut parler de reconnaissance, accès, puis exploitation, ou reconnaissance, puis accès. Appelez-le comme vous souhaitez, c'est pareil. L'essentiel que vous arrivez à comprendre l'idée. Du coup, nous, pourquoi finalement on fait ce genre de choses? Pas pour devenir méchant, mais pour faire ce qu'on appelle le hacking éthique. Du coup, le hacking éthique, c'est le fait d'exploiter les outils, le fait d'exploiter les techniques de hacking afin d'identifier une vulnérabilité.
exploiter des outils, simuler des attaques afin d'assurer justement la sécurité d'un système informatique. L'attaque se fait via la permission de l'entreprise dans ce genre de situation, et puis le hacker éthique est nécessaire, ou le hacking éthique généralement c'est quelque chose de nécessaire pour battre le vrai hacker. Si tu veux, tu es dans un match de foot, si tu veux bien préparer ta défense, tu dois voir un peu l'attaquant, comment il attaque. C'est pour ça les clubs de foot dans les entraînements, ils simulent des matchs de foot attaque contre défense pour un peu simuler comment les attaquants peuvent voir les choses. C'est comme ça aussi le but de faire le hacking éthique, c'est de simuler une attaque dans le but de voir les hackers comment ils peuvent se comporter dans ce genre de situation. Du coup, le hacking éthique c'est très important, ça permet l'anticipation, ça permet la détection, ça permet la prévention contre les attaques, et puis le hacking éthique permet surtout d'apprendre quelles sont les meilleures pratiques de sécurité, parce que si finalement on ne les fait pas, on ne va jamais réussir à comprendre comment la personne en face se fait, et du coup si on ne se fait pas attaquer par nous-mêmes, on va se faire vraiment attaquer par l'ennemi. Et ça, certainement, je pense que vous le devinez très bien, que pour faire du hacking, il va vous falloir des connaissances, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan fonctionnel. Du coup, il va falloir connaître les environnements de l'entreprise, il va connaître le réseau en détail de l'entreprise, il va avoir des connaissances très approfondies, très poussées en sécurité, parce que si tu es un expert à 2 balles en sécurité alors qu'en face les hackers se développent à la vitesse de la lumière, tu vas peut-être continuer à essayer les techniques les plus basiques, les plus ridicules d'attaque, alors qu'en face de toi, il y a des gens qui vont très loin en matière d'attaque, et finalement, tu n'es pas très à jour avec les techniques d'attaque utilisées aujourd'hui. Du coup, surtout justement, quand on parle de la communication, de connaissances fonctionnelles, on peut parler de la communication, on peut parler du respect des règles, on peut parler de la conscience, le fait que tu sois conscient de l'importance des actions que tu es en train de faire, les connaissances des lois, les connaissances de la réglementation, la veille technologique. À mes yeux, c'est la plus importante des soft skills ou des connaissances fonctionnelles que tu dois impérativement avoir comme connaissance, ou tu dois impérativement savoir afin de pouvoir rester toujours, ou ne pas louper le train des attaques, ou ne pas louper les trains des hackers. Du coup, tout cela, généralement, quand il se fait dans une entreprise, ne se fait pas comme ça d'une n'importe quelle manière, il se fait dans le respect des règles qui sont bien identifiées, que ce soit des guides et des manuels qu'on récupère de la part des géants de la cybersécurité. Vous pouvez regarder la vidéo d'avant pour voir un peu qui sont ces géants, comme EC Concil par exemple, mais qui se fait aussi dans le cadre d'une politique de l'entreprise, ou ce qu'on appelle une stratégie de sécurité de l'entreprise. Parce qu'au final, quel est le but de faire telle manipulation, telle mesure pour protéger telle chose, ou pour protéger quel élément exactement, ça on peut le savoir en fonction de la politique de sécurité de l'entreprise. Et la politique de sécurité, on va pouvoir la définir ou l'identifier en fonction de différents critères, de différentes manières, de différentes façons de faire, et puis en fonction de l'importance de cette politique de sécurité. En général, quand on parle de politique de sécurité, c'est la politique qui nous permettra d'assurer les piliers les plus importants de la sécurité, que je pense tout le monde connaît parce qu'ils font partie des notions de base de la sécurité, mais c'est pas grave, on peut les dire tout de suite. 1. La confidentialité, c'est le fait d'être certain que seules les personnes qui sont autorisées à accéder à une information qui peuvent faire ou qui peuvent accéder à cette information en soi. La deuxième partie, c'est l'intégrité, c'est le fait de s'assurer que l'information est intègre et que personne n'arrive à la manipuler, à la modifier, à lire, à espionner, à récupérer l'information, à l'adapter à ses besoins, etc., etc. La disponibilité, c'est un pilier très important de la sécurité, parce qu'au final, si tu mets en place une data et puis que toi, tu n'arrives pas à rejoindre ou à joindre cette data, au final, la data n'est pas disponible, au final, tu n'arrives pas à y accéder, au final, ça ne sert à rien de faire en quelque sorte. C'est ce qui fait qu'il est très important en matière de sécurité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'information. Ou la disponibilité de l'information, qui est justement un des piliers les plus importants de la sécurité. Et c'est pour cette raison que moi, comme énormément de personnes, moi personnellement, je considère que tous les cours d'architecture, architecture applicative, architecture système, architecture cloud, architecture réseau, architecture data center, peu importe lequel type d'architecture, base de données, etc., c'est des éléments qui font partie de la sécurité. D'ailleurs, si vous faites le SMSI, qui est une des normes de ISO 27001,
Et vous allez parler avec énormément de détails comment on va pouvoir assurer la disponibilité du système. Et du coup, vous allez voir que dans ce genre de situation, dans ce cas-là, la sécurité va rentrer dans la conception de la totalité des outils que vous allez mettre en place en entreprise. Qu'ils soient logiciels, qu'ils soient base de données, qu'ils soient un système d'exploitation, qu'ils soient une application, qu'ils soient un site web, qu'ils soient un réseau, etc., etc. Parce que la disponibilité de cet élément est très importante. Et on a vu quelques éléments de disponibilité dans les formations réseau, par exemple le fait de redonder les équipements, le fait d'installer toujours des équipements en double, de brancher des équipements, oui c'est ça, brancher des équipements en double, de faire la sauvegarde, la restauration, tout cela c'est des pratiques quotidiennes qu'on fait dans le réseau mais qui servent à la sécurité, qui servent à s'assurer toujours que le réseau est disponible et derrière cela la data est disponible. Et puis il y a ce qu'on appelle l'authenticité. L'authenticité, après bon, on peut ajouter, parce que généralement on parle de principe de la CIA, confidentialité, intégrité, availability, disponibilité. On peut ajouter également l'authenticité qui est un élément majeur de la confidentialité. Il y a ceux qui le séparent de la confidentialité, il y a ceux qui ne le séparent pas. Personnellement, je le considère un des piliers de la confidentialité. Et puis après, quand on parle des politiques de sécurité, comme je vous ai dit, ces politiques-là, elles vont nous permettre de mettre en place la totalité de la stratégie qui sera la personne morale que tout le monde, y compris le PDG, y compris tout le monde, va devoir respecter afin de justement faire en sorte que l'entreprise soit en mesure d'assurer la sécurité des systèmes d'information de la façon la plus complète, la plus logique, la plus formelle qui permet cette sécurité. Du coup, quand on parle des politiques de sécurité, comme j'étais en train de dire, on peut parler de différents types. Et ça, c'est vraiment, il faut être expert pour arriver à ce genre de situation. Par exemple, on peut parler de politiques qui sont totalement immorales. Une politique immorale, c'est le contraire de la politique paranoïaque. Du coup, on peut être immoral ou paranoïaque, c'est que ou bien on est dans les excès d'un sens ou d'un autre. Du coup, ou bien on est tellement permissif que presque on n'a pas du tout de politique de sécurité, on appelle ça les politiques immorales, ou dans l'autre sens, on a une politique de sécurité qui est totalement, on va dire, elle est faite vraiment par des paranos de la sécurité. Si vous travaillez dans le monde de la sécurité, vous allez rencontrer énormément de personnes qui sont parano dans la sécurité. Ils voient tout comme vulnérabilité, ils voient tout comme un problème de sécurité. C'est quelqu'un qui, pour vous simuler la situation bien comme il faut, il construit une maison sans porte et sans fenêtre. Du coup, tu dois être dedans le moment de la construction, sinon tu ne peux pas rentrer. Mais une fois tu es dedans, tu ne peux jamais sortir. C'est un peu l'idée de la politique de sécurité. Fermer tout, enfermer tout, et puis se mettre toujours à l'intérieur. Après, entre les deux, il y a quoi? Enfin, il y a la politique correcte, la politique normale, qui répond exactement aux besoins de l'entreprise. Et puis, il y a la politique qu'on appelle permissive ou prudente. La permissive, elle est un peu plus cool, elle est un peu plus ouverte. Généralement, on peut partir sur une politique permissive quand on est dans une société qui manipule pas l'argent, la finance, qui travaille pas avec des partenaires bancaires ou des partenaires sensibles, qui peut-être la société est de taille un peu petite, il n'y en a pas des données sensibles, bref, on mesure ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est la fête, hein. C'est l'erreur que font pratiquement, et j'ouvre une petite parenthèse, l'erreur que font pratiquement tous les débutants en sécurité ou ceux qui n'ont pas des notions avancées ou des notions même de base en sécurité. Et cette erreur, c'est les gens qui disent « mais pourquoi me protéger? J'ai rien à cacher. » Enfin non, attention, il y a une totale différence entre je n'ai rien à cacher et j'ai envie de tout montrer. Enfin, c'est totalement différent. Enfin, tu ne peux pas dire que je n'ai rien à cacher, c'est que ok, tout le monde peut voir ma vie privée ou les détails de mon entreprise, etc., etc. Si je vous donne un exemple très simple, et ça je l'ai vu sur le net avec je me rappelle plus, je crois un conférencier de cybersécu ou quelqu'un qui passait à la télé, je me rappelle plus, mais bon, il a donné un excellent exemple que j'ai adoré et je vais vous le donner. Il a dit j'étais en train de sensibiliser un groupe de salariés dans une entreprise parce qu'il donnait une formation sur la sensibilité de sécurité, et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a une femme qui lui a dit, mais écoute, moi j'ai rien à cacher. Et puis il lui a dit, bah écoute, si tu n'as rien à cacher, donne-moi ton téléphone et on va l'ouvrir et on va regarder la totalité de tes photos que tu as. Ensemble, tous ici, on ne se connaît pas trop, il y a quelques collègues, il y a des gens que tu ne connais même pas, il y a moi que tu ne connais même pas. Allez, on va voir tes photos, on va les publier comme ça sur l'écran et sur le vidéoprojecteur et les regarder ensemble. Et la fille était gênée, elle a dit non, mais quand même, je ne vais pas arriver jusqu'au-là. Oui, mais dans ce cas-là, tu as des choses à cacher. Tu ne peux pas dire j'ai rien à cacher, ça n'existe pas ça.
Tu as toujours des choses à cacher. C'est ce qui fait que, quel que soit le niveau de sécurité, quel que soit le niveau de la data que tu manipules, ça reste important. Et avoir une sécurité là-dessus, ça reste important. Après, je suis d'accord, il faut aller plus vers la fermeture si tu manipules des milliards de dollars. Il faut aller plus vers l'ouverture si tu manipules pas d'argent, par exemple. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ne pas dire que je ne fais pas du tout de cette politique de sécurité. Du coup, quand on parle de politique de sécurité, quels sont les éléments clés de la politique de sécurité? Je sais peut-être pas le but exact de cette formation, mais bon, tant qu'on en parle, pourquoi pas en parler, pourquoi pas faire la vidéo pourquoi pas détailler le sujet. Quand on parle de politique de sécurité, la stratégie de sécurité doit obligatoirement parler de quelques éléments qui sont à mes yeux très importants. Par exemple, c'est le fait de déclarer la portée de la politique de sécurité. Du coup, l'objectif de déclarer la portée de la politique de sécurité, c'est donner carrément les noms des personnes qui sont garantes de la stratégie de sécurité et les domaines qui sont couverts par la stratégie de sécurité. C'est très important parce que ça permet de donner les moyens nécessaires, les outils légaux nécessaires à la personne ou réglementaires nécessaires au groupe de personnes qui peuvent veiller à la sécurité de l'entreprise via la déclaration de sécurité de l'entreprise. Et puis, il y a ce qu'on appelle les règles de bon usage. Du coup, le principe de ce qu'on appelle les règles de bon usage, c'est ce qui permet juste très rapidement de décrire ce que l'entreprise permet et ce que l'entreprise ne permet pas en matière de l'infrastructure informatique. On peut dire, on permet de mettre, je ne sais pas moi, le domaine sur la DMZ ou pas, on permet de mettre, d'ouvrir des flux ou ne pas ouvrir, on permet d'être un peu plus permissif ou un peu plus restrictif, etc., etc. Et puis, il y a la stratégie d'identification, la stratégie d'authentification. C'est un des éléments clés, je vais les écrire, identification et authentification. Du coup, le but de cette stratégie, le but de cette section plutôt, c'est de spécifier quelles sont les technologies, quels sont les équipements, quelles sont peut-être les combinaisons des deux, de technologie plus équipement, que l'entreprise utilise pour garantir que l'accès à ces données n'est accordé qu'à des personnes qui sont autorisées. Et ça, c'est un des éléments aussi qui sont très importants en matière de sécurité et d'ailleurs, même un des éléments clés qui permet la confidentialité ou un des éléments clés qui permet de garantir efficacement la disponibilité ou la confidentialité, en particulier. Du coup, après, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'accès, que ce soit, on peut définir globalement les stratégies d'accès, que ce soit interne, que ce soit Internet, même peut-être à distance, etc. Bon, je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Les stratégies d'accès, ça, on peut définir les stratégies d'accès internes dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, on spécifie les utilisateurs qui sont internes, dans quels endroits exactement dans l'infrastructure informatique peuvent arriver. Internet, je pense que vous le connaissez clairement, quel type de site Internet on peut y aller, quel type de site Internet on ne peut pas y aller, etc. Et puis, en plus, il y a les stratégies d'accès à distance. Quand on est à distance, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la stratégie d'accès à distance? Comment on peut valider qu'un utilisateur est la bonne personne qui permet d'accéder à distance, etc. Et puis, la dernière chose, c'est très simple, je pense que vous y pensez directement, c'est les procédures de gestion des incidents. Ça, c'est aussi un des éléments très importants, un des éléments clés en matière de sécurité parce que tu as beau à dire que tu as une stratégie, tu as les éléments, tu as la sécurité. Ok, mais il y a un incident, tu te fais bombarder, tu fais comment? Ok, du coup, il faut mettre en évidence ce genre d'éléments. Un élément très important, et je le vois dans mes retours d'expérience avec les gens peut-être un peu les plus débutants en sécurité, dans le cadre du consulting, formation, étudiants, etc. Bref, les gens confondent toujours entre politique de sécurité et les best practices ou ce que doit faire l'entreprise ou la liste des consignes spécifiques. Attention, la politique de sécurité, elle te donne le moyen juridique, le moyen légal qui te permet de dire tu dois prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Du coup, par exemple, quand je demande à quelqu'un quels sont les éléments de sécurité à appliquer pour une stratégie de sécurité Internet, il y a des gens qui disent installer un pare-feu. Très bien, je ne peux pas dire que tu as tort. Mais ce n'est pas le but de la stratégie. Du coup, la stratégie, elle peut dire que l'entreprise est responsable d'apporter toutes les technologies et les outils nécessaires qui permettent
au responsable de système d'information ou la sécurité des systèmes d'information de contrôler la totalité des données rentrantes dans l'entreprise et elle réserve le droit d'éliminer toutes les données qu'elle juge nuisibles ou peut-être dangereuses pour la sécurité de l'entreprise. Est-ce que j'ai cité ici le nom d'un pare-feu? Non. Mais ici, ça peut, toi, si tu es responsable, si tu es auditeur ou manager de cybersécurité, tu vas lire cette phrase, tu vas dire « Ok, qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant pour que je puisse avoir les moyens nécessaires pour que je puisse faire le nécessaire ?» Ok, là tu vas dire j'installe un pare-feu. Le pare-feu par contre il permet juste de sécuriser en fonction, mais il ne permet pas d'aller au-delà. Alors dans ce cas-là, il faut que j'ajoute une nouvelle couche qui s'appelle l'IPS. Ah oui, mais est-ce qu'un antivirus aussi peut scanner des datas? Est-ce que, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à te poser des questions pour que tu arrives à l'objectif final. Et puis si on va te demander pourquoi tu fais ce projet qui nous coûte de l'argent, tu vas simplement répondre et bêtement répondre que je suis sincèrement désolé, je suis obligé de le faire pour répondre à l'article 25 de la politique de sécurité de l'entreprise. Vous voyez, c'est comme ça une politique de sécurité. C'est pas il faut installer un pare-feu, il faut bloquer les ports USB. Non, mais bloquer les ports USB, c'est pas un élément de la stratégie. Du coup, ça peut être un résultat de la stratégie, mais c'est pas un élément en soi de la stratégie. Une petite parenthèse et comme ça je la ferme et on continue. Je ne sais pas dans quelle minute je suis. 35 minutes, je pense que ça fait un peu beaucoup. Je vais m'arrêter là dans les stratégies. Je ne sais pas ce que j'ai abordé. Du coup, on a parlé de la terminologie CEH. Allez, je vais peut-être la passer avec une petite couleur. C'est pas un peu agressif? Non, j'ai l'impression. Allez, juste un peu grisé, ça suffit. On a parlé, je crois... Ouais, c'est bon, allez. Comme ça, c'est mieux. On a parlé de hackers, on a parlé des types des hackers, on a parlé des phases de hacking, les deux d'ailleurs, on les a abordés. Du coup, on a parlé de hacking, on a parlé de hacking éthique, on a parlé des compétences en hacking éthique, on a parlé de la politique de sécurité. Quand même, il nous reste beaucoup de choses à faire. Du coup, on a parlé des types de politique de sécurité, oui, aussi. On a parlé des processus de gestion de la sécurité de l'information. Non, on n'a pas parlé de ce processus. En tout cas, on peut en parler très rapidement. Allez, on va s'arrêter là. Et puis, dans la prochaine vidéo, justement, on va parler de processus de gestion de la sécurité de l'information. Comme j'ai l'habitude de faire, je coupe juste la vidéo, j'ouvre une nouvelle. Sur ce, je vous dis au revoir et allez à la prochaine vidéo. Salut!